Le faire-part de mariage est arrivé alors que je réchauffais 3 biberons à 2 heures du matin. Sous l'adresse imprimée, Evan avait écrit « J'espère que tu as enfin appris à te réjouir pour les autres. » Avant que j'aie pu finir de le lire, une de mes filles a régurgité du lait chaud sur la manche de mon sweatshirt de l'Ohio State. C'est ainsi qu'a commencé la grande tentative d'Evan de gâcher ma soirée. Pas avec des larmes, pas avec moi m'effondrant contre le comptoir de la cuisine. Avec du lait maternisé aigre coulant vers mon coude, je me tenais là, dans notre petite cuisine à Westerville, Ohio, portant des chaussettes de compression et des pantoufles tandis que 3 biberons en verre cliquetaient doucement contre le bord d'une casserole. Daniel dormait sur le canapé du salon avec Nora sur sa poitrine. June avait enfin cessé de pleurer. Lucie, celle qui m'avait régurgité dessus, fixait le ventilateur de plafond comme s'il l'avait personnellement offensé. J'aurais dû jeter le faire-part. Au lieu de cela, j'ai lu sa note 3 fois. 2 ans plus tôt, Evan Mercer avait mis fin à nos fiançailles dans le garage souterrain de l'hôpital Riverside méthodiste. J'avais alors 41 ans. Il en avait 42. Nous étions ensemble depuis près de 4 ans et fiancés depuis 9 mois. Nous avions réservé une salle de bal dans un hôtel à Dublin, versé des acomptes à un photographe et à un traiteur, et passé des dimanches après-midi à parcourir Powell en regardant des maisons que nous ne pouvions pas tout à fait nous permettre. Evan parlait souvent d'enfants. Il en voulait 2, un garçon d'abord si possible, bien qu'il riait toujours après en disant qu'il savait que l'on ne pouvait pas commander des bébés comme un déjeuner. Sa mère, Judith, ne riait pas. Elle parlait de la lignée des Mercer comme si Evan descendait de la royauté européenne au lieu d'une famille qui possédait une entreprise prospère de mobilier de bureau près de Columbus. Quand mes règles sont devenues irrégulières, j'ai blâmé le stress et l'âge. Je m'occupais d'une conversion de logiciels de pêche et Bouquet Fresh Distribution et je dormais 5 heures par nuit. Pourtant, après 6 mois à essayer de tomber enceinte, j'ai pris rendez-vous dans une clinique de fertilité. La docteure était une femme calme avec des lunettes à monture argentée. Elle parlait lentement, ce que j'appréciais car Evan avait l'habitude d'interrompre les professionnels dès qu'ils pensaient les avoir compris. Elle a expliqué que ma réserve ovarienne était plus faible que prévu et qu'une de mes trompes de Fallope semblait partiellement obstruée. Vos chances de concevoir naturellement sont réduites, a-t-elle dit. Mais réduit n'est pas la même chose que 0. Je me souviens clairement de cette phrase. Evan, apparemment, ne s'est souvenu que d'un seul mot. Alors, elle est stérile, a-t-il demandé. La docteure s'est tournée vers lui. L'infertilité est un diagnostic large. Cela ne signifie pas que la grossesse est impossible. La fécondation in vitro peut encore être une option. Evan s'est penché en arrière dans sa chaise. Pas beaucoup, peut-être 5 cm, mais je l'ai senti. Nous avions tous les deux passé des tests, bien que tous les résultats n'aient pas encore été examinés. La docteure nous a dit que la clinique appellerait après le traitement des derniers travaux de laboratoire. Dans l'ascenseur, Evan fixait les numéros d'étage. Il n'a pas touché ma main. Le temps que nous arrivions au garage, il parlait déjà comme si notre vie était devenue un mauvais investissement. J'ai 42 ans, Claire, a-t-il dit. Je ne peux pas passer des années à courir après quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Nous venons juste d'avoir les premiers résultats. Elle a parlé de fécondation in vitro. Elle a dit que nous avions des options. Il a ouvert la portière de sa voiture mais n'est pas monté. Je ne veux pas que tout mon mariage devienne des visites chez le médecin, des injections et des déceptions. Je l'ai regardé fixement. Tu as dit que tu voulais une famille avec moi. Je veux une famille. Il y a des phrases qui mettent une seconde à faire mal parce que votre esprit essaie de vous protéger de ce qu'elles signifient. Je lui ai demandé, avec moi. Il a regardé vers le mur de béton au lieu de répondre. Puis il a retiré la clé de mon appartement de son porte-clés et l'a placée dans le porte-gobelet. C'était tout. Pas de longue dispute, pas d'étreinte finale, pas de promesse d'appeler après que nous nous soyons tous les deux calmés. Juste une petite clé en laiton posée à côté d'un vieux reçu de parking. Et tes résultats de test, ai-je demandé. Ils étaient bons. Nous n'avons même pas eu le suivi. Mes chiffres étaient normaux. Il l'a dit rapidement. Trop rapidement, bien que je ne l'ai pas reconnu à l'époque. J'ai reconduit jusqu'à mon appartement à Worthington, les 2 mains crispées sur le volant. Je ne me souviens pas de la station de radio ni de la circulation. Je me souviens seulement d'avoir manqué ma sortie et de m'être rendu compte que je conduisais vers le sud depuis près de 15 minutes.
Judith est arrivée ce soir-là. Elle a apporté 2 sacs d'épicerie réutilisables remplis des vêtements d'Evan, de son chargeur de téléphone, de son kit de rasage et du pull gris que je lui avais acheté pour Noël. Elle est restée sur le pas de la porte. Je suis désolé que ça se termine comme ça, a-t-elle dit. Son ton suggérait qu'elle était désolée pour le désagrément. La docteure n'a jamais dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Claire, Evan a toujours voulu une famille. Moi aussi. À son âge, il ne peut pas passer des années à espérer qu'une docteure change d'avis. La docteure n'a pas changé d'avis. Vous n'étiez pas là. Judith m'a offert l'expression patiente qu'elle réservait habituellement au serveur qui lui apportait sa vinaigrette du mauvais côté. Vous êtes une femme charmante, mais le mariage doit offrir à un homme l'avenir qu'il a prévu. J'ai senti quelque chose en moi se figer. Et si je ne peux pas lui donner ça? Elle a ajusté la poignée d'un des sacs de course. Une femme qui ne peut pas lui donner une famille n'a pas beaucoup d'utilité dans son avenir. Puis elle m'a demandé de rendre le couteau à gâteau antique que la grand-mère d'Evan nous avait offert pour le mariage. J'ai fermé la porte sans répondre. Pendant longtemps, je suis restée assise par terre à côté de ces sacs. L'appartement était si silencieux. Je pouvais entendre l'horloge de la cuisine depuis le couloir. Je me souviens avoir détesté ce son. Ma mère est arrivée vers 21h avec son double de clés. Hélène avait 68 ans et avait déjà des problèmes avec sa hanche droite. Elle m'a trouvée assise contre le mur et s'est abaissée avec précaution sur une chaise de salle à manger. Je ne peux pas descendre là sans appeler les pompiers, a-t-elle dit. Alors, tu vas devoir monter ici. J'ai presque ri. Au lieu de cela, j'ai pleuré si fort que je ne pouvais plus respirer correctement. Les semaines qui ont suivi ont été laides de manière ordinaire. J'ai fait une erreur dans une déduction d'assurance au travail et j'ai dû rester jusqu'à près de 21h pour corriger la paie de 27 employés. J'ai arrêté de répondre aux appels de mes amis parce que tout le monde voulait des détails que je ne pouvais pas expliquer sans me sentir humilié. Evan a annulé la salle de mariage avant de m'en parler. Judith a dit aux gens que j'avais caché mes problèmes de fertilité jusqu'à ce qu'ils me demandent en mariage. Puis Evan a dit que les acomptes ne valaient pas la peine de se battre. Cette phrase m'a finalement mise en colère. J'ai sorti les relevés bancaires, les contrats et les confirmations par courriel. J'ai prouvé exactement ce que j'avais payé et j'ai exigé ma part en retour. Il a fallu 3 semaines et une lettre d'un avocat, mais j'ai récupéré chaque dollar. Ce n'était pas de la vengeance. C'était simplement la première fois que je refusais de laisser Evan décider de ce que je méritais. 6 semaines après la rupture, la clinique de fertilité a appelé alors que je déjeunais à mon bureau. L'infirmière a dit qu'ils avaient essayé de contacter Evan pour une consultation de suivi. En raison des règles de confidentialité, elle ne pouvait pas discuter de ses résultats avec moi. Puis elle a demandé, « Est-ce que Monsieur Mercé vous a dit que ces tests étaient terminés ?» Il a dit que tout était normal. Il y a eu une pause, pas une pause dramatique. Juste assez longue pour que j'arrête de mâcher. Vous devriez demander une copie complète de votre propre dossier, a-t-elle dit. Après avoir raccroché, j'ai fixé mon écran d'ordinateur et j'ai pensé à la façon dont Evan avait répondu dans le garage. Trop vite. Pour la première fois, je me suis demandé si j'avais été la seule personne dans cette salle d'examen à porter des nouvelles difficiles. J'ai demandé mes dossiers le lendemain matin. La clinique les a envoyés via un portail sécurisé, 73 pages de valeurs de laboratoire, de formulaires de consentement, de codes d'assurance et de phrases qui sonnaient beaucoup plus froides sur le papier qu'elles ne l'avaient fait dans la salle d'examen. J'ai tout lu 2 fois. Nulle part il n'était dit que j'étais stérile. Il était dit que ma réserve ovarienne était diminuée. Il était dit que la conception naturelle serait difficile. Il était dit que la fécondation in vitro devrait être discutée en raison de mon âge et de l'obstruction partielle de ma trompe de Fallope gauche. Difficile. Réduite. Pas impossible. Les résultats d'Evan n'étaient pas inclus. Bien sûr, ils lui appartenaient. Mais une phrase dans la note du médecin m'est restée. Résultat du facteur masculin en attente de consultation séparée. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis restée assise, très immobile. Pendant 6 semaines, j'avais cru que mon corps avait mis fin à nos fiançailles. Evan m'avait laissé le croire. Pire, il avait aidé d'autres personnes à le croire aussi. Je voulais l'appeler immédiatement. Je voulais lui demander ce qu'il savait et quand il l'avait su. Je voulais l'entendre bafouiller la vérité.
Je voulais que Judith s'excuse. Au lieu de cela, j'ai appelé un centre de fertilité à Cincinnati et j'ai pris rendez-vous pour un deuxième avis. La docteure Anita Shaw n'a pas offert de miracle. Je l'ai respectée pour cela. Elle a examiné mes dossiers, m'a posé des questions sur mes cycles et a expliqué que le traitement à 41 ans comportait des taux de réussite plus faibles et des risques plus élevés. Elle a parlé de médicaments, de prélèvements d'ovocytes, de qualité des embryons, de fausses couches et de coups. Puis elle a croisé les mains sur son bureau. Personne n'aurait dû vous dire que la maternité était impossible, a-t-elle dit. Difficile, oui. Impossible, non. J'ai pleuré sur le parking. Pas parce qu'elle m'avait promis un bébé. Elle ne l'avait pas fait. J'ai pleuré parce que quelqu'un avait enfin dit la vérité sans l'utiliser comme une arme. Au début, je voulais commencer le traitement immédiatement. Je me suis dit que c'était parce que le temps comptait, et c'était vrai. Mais lors du rendez-vous de conseil obligatoire, le thérapeute m'a posé une question à laquelle je ne m'attendais pas. Si votre ancien fiancé n'apprenait jamais si le traitement a fonctionné, voudriez-vous toujours continuer? J'ai ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Ce silence m'a embarrassé plus que je ne peux l'expliquer. Une partie de moi voulait un enfant. J'en voulais un depuis des années. Mais une autre partie voulait une preuve. La preuve qu'Evan avait eu tort. La preuve que le verdict de Judith n'avait pas été final. La preuve que j'étais encore une femme avec un avenir. J'ai reporté le traitement de 3 mois. C'est à peu près à cette époque que Daniel Reyes est revenu dans ma vie. Je l'avais rencontré 2 fois auparavant dans le cadre d'un programme de partenariat scolaire au travail. Il était directeur adjoint à Westerville, le genre d'homme qui portait des chaussures pratiques et gardait 2 stylos dans la poche de sa chemise parce qu'on lui en empruntait toujours un. Nous nous sommes rencontrés dans un CVS sur State Street. Nous avons tous les deux tendu la main vers la dernière boîte de lingettes alcoolisées. Prenez-les, a-t-il dit. Vous êtes arrivé le premier. Je travaille dans un lycée. J'ai l'habitude de perdre des disputes sur les fournitures. J'ai ri avant de pouvoir m'en empêcher. Il les achetait pour sa sœur aînée qui suivait une chimiothérapie. Je les achetais parce que je n'avais pas complètement renoncé au traitement. Nous avons parlé pendant 5 minutes à côté du comptoir de la pharmacie. Rien de dramatique ne s'est produit. Il ne m'a pas demandé mon numéro sous les néons alors que quelqu'un attendait derrière nous avec du sirop contre la toux. Nous nous sommes revus un mois plus tard dans un groupe de soutien communautaire. Daniel était là parce que sa femme était décédée d'un cancer de l'ovaire 3 ans plus tôt. J'étais là parce que mon thérapeute m'avait suggéré d'apprendre comment fonctionnait le deuil avant d'essayer de le fuir. Après la réunion, il a admis qu'il parlait encore à sa femme en conduisant. Je lui dis quand il y a beaucoup de circulation, a-t-il dit, comme si elle pouvait faire quelque chose pour l'I-270. Je lui ai dit que je me disputais encore avec Evan sous la douche. Gagnes-tu jamais? Toujours. Il est beaucoup moins convaincant quand je contrôle les 2 côtés. C'est comme ça que nous avons commencé. Café, petit déjeuner, promenade à travers Sharon Woods quand le temps s'est réchauffé. Une fois, il est venu avec moi pour emmener ma mère à un rendez-vous orthopédique parce que sa douleur à la hanche s'était aggravée. Il ne m'a jamais pressé. Mais il ne m'a pas non plus flatté quand j'avais besoin d'honnêteté. La première vraie dispute que nous avons eue a eu lieu après que je lui ai dit que je prévoyais de reprendre la fécondation in vitro. Nous étions assis dans ma voiture devant un restaurant à Worthington. Les vitres s'étaient embuées à cause de notre café. Daniel a regardé à travers le pare-brise un instant. Puis-je te demander quelque chose sans que tu te fâches? Cette phrase signifie généralement que je suis sur le point de me fâcher. Veux-tu un enfant ou veux-tu qu'Evan sache qu'il avait tort? J'ai senti la chaleur monter à mon visage. C'est insultant. Je n'essaie pas de t'insulter. Tu penses que je mettrais un enfant au monde comme une sorte de projet de vengeance? Je pense que tu as été gravement blessé. Les personnes blessées confondent parfois la guérison avec la victoire. J'ai tendu la main vers la poignée de la porte. Il a dit mon nom, mais je me suis retourné avant qu'il ne puisse continuer. Tu n'as pas à décider pourquoi je veux être mère. Tu as raison. Cela ne sonnait pas comme un accord. Daniel s'est frotté le visage des 2 mains. J'ai enterré ma femme, Claire. Je sais que la vie est courte, mais je ne peux pas construire une famille avec toi si une partie de toi essaie encore de prouver quelque chose à lui.
Je suis sorti de la voiture et j'ai marché 3 pâtés de maison jusqu'à chez moi dans le froid. Nous ne nous sommes pas parlé pendant près de 2 semaines. Pendant ce temps, je suis retourné en thérapie et je me suis posé des questions que je n'aimais pas. Continuerais-je si le traitement échouait? Pourrais-je accepter des ovocytes de donneuse si cela devenait la recommandation? Pourrais-je élever un enfant seul? Est-ce que j'essayais de combler un vide? Ou étais-je prêt à m'occuper d'un véritable être humain qui n'existerait pas pour me guérir? Finalement, j'ai appelé Daniel. Je veux un enfant, lui ai-je dit. Pas un témoin, pas une preuve, un enfant. Il est resté silencieux. Puis il a dit, j'avais peur que tu n'appelles jamais. J'avais peur que tu aies raison. Ce ne sont pas les mêmes choses. Non, c'est pire. Nous n'avons pas précipité les choses après ça. Nous sommes allés en thérapie ensemble. Nous avons parlé d'argent, de santé, de tutelle, de ma mère, de son deuil, et de savoir si l'un de nous avait assez d'énergie pour tout recommencer au milieu de sa vie. Nous nous sommes mariés au palais de justice du comté de Franklin 10 mois plus tard. Il y avait 11 personnes au déjeuner qui a suivi chez Bob Evans. Ma mère s'est plainte que les biscuits étaient secs. J'en ai ensuite mangé 2. Mon premier cycle de fécondation in vitro a échoué. Le second a produit 2 embryons aptes au transfert. La docteure Chan nous a soigneusement avertis des risques. Nous avons choisi de transférer les 2 après une longue discussion. Un embryon s'est divisé. Lorsque l'échographie a montré 3 battements de cœur, Daniel a fait un bruit entre le rire et la toux. La docteure Chan n'a pas souri. Elle a immédiatement commencé à expliquer la naissance prématurée, les complications de la pression artérielle, les restrictions de croissance et la possibilité d'un long séjour à l'hôpital. Elle avait raison d'être sérieuse. À 29 semaines, mes pieds étaient si enflés que je portais les pantoufles de Daniel dans la maison. Mes mains s'engourdissaient la nuit. J'avais des reflux, des maux de dos et des rendez-vous presque chaque semaine. À 32 semaines, j'ai développé une pression artérielle dangereuse et j'ai subi une césarienne d'urgence. Nora, June et Lucie sont allées directement à l'unité de soins intensifs néonatales. Pendant des semaines, notre vie a été mesurée en chiffres d'oxygène, en sondes d'alimentation, en minuscules gains de poids et en trajet à l'hôpital avant le lever du soleil. Quand nous avons finalement ramené les 3 filles à la maison, je pensais que rien de mon ancienne vie ne pourrait m'atteindre là-bas. J'avais tort. 4 mois plus tard, le faire-part de mariage d'Evan est arrivé. C'était pour le même hôtel de Dublin s'éclaircit la gorge où nous avions autrefois prévu notre cérémonie. Daniel a lu la note manuscrite et m'a regardé. Ce n'est pas une invitation, a-t-il dit. C'est un homme qui demande une audience. J'étais sur le point de le déchirer en 2 quand mon téléphone a vibré. Le message venait d'une femme que je n'avais jamais rencontrée. Je m'appelle Lauren Whitmore. Je vais épouser Evan. Je pense qu'il nous a menti à toutes les 2. Puis-je vous parler? J'ai failli supprimer le message de Lauren. Pendant 10 minutes, j'ai fixé mon téléphone pendant que June dormait sur mes genoux, et que Lucie se disputait avec une tétine qu'elle refusait de garder dans sa bouche. Daniel a levé les yeux de la table de la salle à manger où il payait les factures d'hôpital. Tu n'es pas obligé de répondre. Je sais. Tu n'es pas non plus obligé de réparer ce qui se passe dans leur relation. Je le sais aussi. Il a hoché la tête une fois et est retourné à sa calculatrice. C'était une chose que j'appréciais chez Daniel. Il ne confondait jamais le soutien avec la prise de décision à ma place. J'ai répondu par une seule phrase. 3 jours plus tard, je me suis rendu à un Panera Bread à Worthington. Lauren était déjà là. Elle s'est levée quand je suis entré, puis s'est immédiatement rassise comme si elle avait oublié comment fonctionnaient les chaises. Elle ne ressemblait en rien à la femme que j'avais imaginée. Elle n'était pas glamour. Elle n'était pas froide. Elle avait l'air fatiguée. Il y avait une tasse de café en papier devant elle qui avait clairement refroidi. Elle n'arrêtait pas de frotter le bord d'une grande enveloppe manie avec son pouce, mais ne l'ouvrait jamais. « Merci d'être venu », a-t-elle dit doucement. J'ai failli ne pas venir. Je n'aurais probablement pas non plus. Pendant quelques secondes gênantes, aucune de nous ne savait par où commencer. Finalement, elle a pris une lente inspiration. Mon fiancé dit que vous êtes obsédé par lui. Ça doit être décevant, ai-je dit. Je n'ai pas pensé à lui autant qu'il le pense. Le coin de sa bouche a presque souri. Presque.
Puis elle a mis la main dans l'enveloppe et a fait glisser une facture pliée sur la table. Elle provenait de la même clinique de fertilité. Le nom d'Evan était imprimé en haut. J'ai trouvé ça pendant que nous emménagions dans notre maison, a-t-elle dit. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a dit que c'était des tests de routine. Puis il a dit que la clinique avait mélangé les papiers. Puis il a dit que vous aviez volé des informations privées. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Son histoire change à chaque fois que je demande. J'ai hoché lentement la tête. Cela me semble familier. Lorraine ne cherchait pas de ragot. C'est devenu évident en quelques minutes. Elle n'a jamais demandé quel était le diagnostic d'Evan. Elle n'a jamais demandé s'il pouvait avoir des enfants. Au lieu de cela, elle a demandé quelque chose de beaucoup plus simple. A-t-il tout mis sur votre dos? La question est restée en suspens entre nous. Oui. Elle a fermé les yeux une seconde. Mon médecin a suggéré que nous répétions tous les deux les tests de fertilité avant de commencer le traitement, et il a refusé. Quelle raison a-t-il donné? Il a dit que j'avais presque 40 ans et que nous devrions commencer par moi. Elle a ri une fois. Ce n'était pas de l'amusement. Cela sonnait comme quelqu'un qui laisse tomber une assiette déjà fissurée. J'ai eu des prises de sang 4 fois en 6 mois, a-t-elle dit. Échographie, bilans hormonaux, chaque rendez-vous. J'y suis allé seul parce qu'il était toujours occupé. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi avait pitié d'elle. Une autre partie voulait me protéger. Je ne peux rien vous dire sur les dossiers médicaux d'Evan. Je ne veux pas que vous le fassiez. Elle m'a regardé droit dans les yeux. J'ai juste besoin de savoir s'il m'a menti à votre sujet. C'était différent. J'ai déverrouillé mon téléphone. La première chose que je lui ai montrée n'était pas un message texte. C'était mon propre résumé médical de la Dr Shaw. Elle a lu en silence. Réserve ovarienne diminuée. Fécondation in vitro recommandée. Aucune déclaration indiquant que la grossesse était impossible. Lorraine a levé les yeux. Donc, vous n'étiez pas stérile. Non. Et il le savait. Il était assis à côté de moi. Puis j'ai ouvert l'ancienne conversation de messages que je n'avais jamais pu supprimer. Je lui ai tendu le téléphone. Elle a lu un message, puis un autre. Maman pense que c'est mieux si les gens croient que tu l'as caché. Quelques lignes plus bas. Aucune femme ne veut épouser un homme avec des problèmes de fertilité. Ne rend pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Lorraine a continué à fixer l'écran. J'espérais que ce n'était pas vrai. Ils sont vrais. Elle a rendu le téléphone sans un autre mot. Pendant près d'une minute, nous avons simplement écouté la machine à expresso derrière le comptoir. Finalement, elle a parlé. Je l'ai interrogée à ce sujet. Qu'a-t-il dit? Que vous avez modifié les messages? J'ai presque ri. C'est créatif. Il m'a aussi dit que vous essaieriez probablement d'empêcher le mariage. Je ne connaissais même pas votre nom de famille avant votre message. Lorraine a hoché la tête. Je le crois maintenant. Elle a expliqué ce qui s'était passé au cours du mois précédent. Chaque fois qu'elle interrogeait Evan, son explication changeait. D'abord, il avait prétendu n'avoir jamais eu besoin de tests de fertilité. Ensuite, il a admis qu'il y avait eu un rendez-vous. Puis, il a insisté sur le fait que les résultats avaient été complètement normaux. Quand Lorraine a demandé pourquoi il ne voulait pas répéter les tests, il s'est mis en colère et l'a accusé de ne pas lui faire confiance. Judith n'a fait qu'empirer les choses. Elle m'a appelé 3 fois différente, a dit Lorraine. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que vous étiez émotionnellement instable. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Celle-là est nouvelle. Elle m'a dit que vous ne pouviez pas accepter qu'Evan soit passé à autre chose. J'ai remué lentement mon café. Vous a-t-elle aussi dit que je l'avais piégé pour qu'il me demande en mariage? Lorraine a cligné des yeux. Non. Elle a dit ça à une de mes collègues. Lorraine a soupiré. Je ne sais plus quoi croire. Je l'ai regardé longuement. Puis j'ai dit la seule chose que je savais avec certitude. Vous n'avez pas besoin de me croire. Elle a froncé les sourcils. Vous devez décider si vous faites confiance à l'homme que vous êtes sur le point d'épouser. Quand nous nous sommes levés pour partir, j'ai supposé que c'était la fin. Ce n'était pas le cas.
Claire. Je me suis retourné. Lorraine a pris une profonde inspiration. Je n'ai pas annulé le mariage. J'ai attendu. Je veux lui demander une dernière fois en privé. Oui, cela semble raisonnable. S'il me dit la vérité, personne d'autre n'aura jamais à le savoir. J'ai respecté cela. Elle n'essayait pas de l'humilier. Elle essayait de sauver son propre avenir. Mais elle a continué, s'il ment à nouveau, viendriez-vous? Je l'ai regardé fixement. Au mariage? À l'hôtel. Pourquoi? Parce que je pense qu'il dira que vous inventez tout. J'ai croisé les bras. Vous n'avez pas besoin de moi pour prouver qu'il ment. Non. Elle a secoué la tête. J'ai besoin de quelqu'un là-bas qui puisse me dire que je ne perds pas la tête. Cette phrase m'est restée en tête tout le trajet du retour. Daniel déchargeait les courses quand je suis arrivé dans l'allée. Il a écouté sans interrompre. Quand j'ai eu fini, il s'est appuyé contre le comptoir de la cuisine. Elle a l'air effrayée. En effet. Vas-tu y aller? Je ne sais pas. Il a hoché la tête. Bien. J'ai ri. Tu es content que je ne sache pas. Je serais inquiet si tu décidais trop vite. La décision a été prise pour moi 2 jours plus tard. Judith a appelé. J'ai failli ignorer. La curiosité a gagné. Claire, a-t-elle dit doucement. Je suis si contente que tu aies répondu. J'en doute. Je voulais m'assurer que vous aviez bien reçu l'invitation. Je l'ai reçue. J'espère sincèrement qu'il n'y a pas de rancune. C'était ça. La voix qu'elle avait toujours utilisée lors des déjeuners de charité. Assez douce pour paraître gentille. Assez tranchante pour faire couler le sang. Je vais réfléchir à ma venue. Oh, j'espère que vous le ferez. Elle a fait une pause. Une suggestion. Oui. Vous vous sentirez peut-être plus à l'aise en portant quelque chose de sombre. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi? Ils sont généralement un peu plus flatteurs. Elle a laissé la phrase en suspens. À mesure que les femmes vieillissent. Ma main s'est resserrée autour du téléphone. Elle n'avait pas fini. On a dit aux photographes de capturer des réactions spontanées pendant la cérémonie. Celles-ci deviennent toujours les photos préférées de tout le monde. C'était ça. Pas une invitation, une performance. Elle voulait des photographies de moi assise seule pendant qu'Evan épousait quelqu'un d'autre. Après avoir raccroché, je suis resté dans la cuisine sans bouger. Daniel a levé les yeux. Elle a pris la décision pour toi, n'est-ce pas? J'ai hoché lentement la tête. Oui. La semaine avant le mariage s'est transformée en un chaos complet. June a développé une otite. Lucie a renversé une bouteille entière dans le sac à langer. Daniel s'est fait mal à l'épaule en soulevant la poussette double dans le VUS. J'ai essayé 3 robes qui ne m'allaient plus après la grossesse. L'une ne se fermait pas. L'une appuyait douloureusement sur ma cicatrice de césarienne. La 3e avait une tache de lait qui refusait de partir. Finalement, j'ai acheté une simple robe portefeuille bleu marine chez Macy's. Rien d'extraordinaire, juste assez confortable pour porter des bébés. Le matin du mariage, je me suis assise sur le parking de l'hôtel, la main encore sur le contact. Je ne pense pas pouvoir le faire, ai-je chuchoté. Daniel m'a regardé. Nous pouvons rentrer à la maison. Vraiment. Nous pouvons commander une pizza, ai-je souri faiblement. Et ne plus jamais parler de ces gens, il a hoché la tête. Puis il a ajouté doucement, mais ne laisse pas la peur prendre la décision pour toi. Je suis restée assise là 1 minute de plus. Finalement, j'ai ouvert la portière de la voiture. Nous sommes entrés ensemble dans le hall de l'hôtel. Daniel poussait la poussette. Je portais Lucie. Nora avait réussi à enlever une de ses petites chaussures avant même que nous n'atteignions l'entrée. De l'autre côté du hall en marbre, Evan se tenait à mi-chemin du grand escalier, parlant avec 2 invités. Il a levé les yeux. Son sourire a disparu. Judith a attrapé la rampe. À ce moment précis, la porte de la suite nuptiale s'est ouverte. Lorraine est sortie vêtue de sa robe de mariée. Elle m'a vu. Puis elle a regardé mes filles. Pendant une seconde, elle a simplement fermé les yeux.
Quand elle les a rouverts, elle a dit doucement. Il m'a dit que vous ne viendriez pas. J'ai rencontré son regard. Il s'est déjà trompé. La salle de bal ne s'est pas tue d'un seul coup. C'est arrivé par morceaux. Une femme près du livre d'or s'est arrêtée au milieu d'une phrase. 2 hommes près du bar ont tourné la tête. Quelqu'un a abaissé une coupe de champagne sans en prendre une gorgée. Puis les chuchotements se sont répandus dans la pièce comme une brise se déplaçant à travers de hautes herbes. Daniel a poussé la poussette à côté de moi. Nora manquait une chaussure. June avait une tétine rose attachée de travers à sa robe. Lucie mâchait le coin du programme de mariage à 2 mains. J'avais imaginé cette entrée trop de fois pendant le trajet. Dans certaines versions, j'entrais parfaitement composée, ma robe m'allant comme si elle avait été faite pour moi. Dans d'autres, Evan jetait un coup d'œil aux filles et comprenait immédiatement tout ce qu'il avait perdu. La réalité était moins soignée. Mes cheveux avaient commencé à friser à cause de l'humidité de juillet. Il y avait du lait maternisé séché près de l'ourlet de ma robe bleu marine, et je sentais ma gaine de compression rouler en dessous. Je ressemblais à ce que j'étais, une mère de 43 ans de triplé prématuré qui avait dormi 4 heures et avait failli rester à la maison. Evan a traversé le hall avant que Lorraine ne puisse nous atteindre. Son visage était devenu pâle, mais sa voix était contrôlée. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je l'ai regardé. « Tu m'as invité. » Ses yeux se sont déplacés de mon visage à Daniel, puis à la poussette. « Tu as amené 3 bébés à mon mariage. » L'invitation disait que les familles étaient les bienvenues. Il s'est approché et a baissé la voix. « Tu penses que ça va me rendre jaloux ? » Non, Evan. J'ai ajusté Lucie contre ma hanche. J'ai amené ma famille parce que tu nous as invités. Sa mâchoire s'est crispée. Puis il a regardé les filles à nouveau. Elles sont à toi. La question était si directe que Daniel a fait un demi-pas en avant. J'ai touché son bras. Oui, ai-je dit. Elles sont à moi. Toutes les 3. C'est généralement ce que signifient des triplés. Daniel a toussé dans sa main pour couvrir un rire. Evan n'a pas trouvé ça drôle. Comment ? Je l'ai regardé fixement. Leur histoire médicale ne te regarde pas. Judith nous avait rejoints à ce moment-là. Ses yeux sont allés directement au bébé. Y a-t-il eu des dons d'ovocytes, a-t-elle demandé. Il n'y a eu ni salutation, ni félicitations, ni même une tentative de prétendre qu'elle était polie. Je l'ai regardé attentivement. Cette question est exactement la raison pour laquelle je n'aurais jamais dû vous laisser me définir. Pour une fois, Judith n'a pas eu de réponse immédiate. Lorraine s'est avancée. Ses mains étaient jointes fermement à sa taille. Evan, a-t-elle dit, nous devons parler avant la cérémonie. Nous avons déjà parlé. Non, tu as expliqué. J'ai posé des questions. Ce ne sont pas les mêmes choses. Son père, Robert Whitmore, est apparu derrière elle. C'était un homme aux larges épaules d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés et à l'expression de quelqu'un qui en avait déjà entendu plus qu'il n'aurait aimé. L'officiant du mariage les a rejoints, tenant toujours son dossier. Lorraine a conduit Evan dans une petite salle de conférence à côté de la salle de bal. Robert et l'officiant ont suivi. Je suis resté dans le couloir avec Daniel et les filles. Cela pourrait encore se terminer tranquillement, a dit Daniel. Je l'espère. Et je le pensais. Je n'étais pas venu pour voir le mariage d'une femme s'effondrer. J'étais venu parce qu'elle avait demandé la vérité avant de faire la même erreur que j'avais faite autrefois. À travers la porte fermée, je pouvais entendre des voix mais pas de mots. Puis la voix d'Evan s'est élevée. La porte s'est ouverte brusquement. Il est sorti le premier dans le couloir. C'est ridicule, a-t-il dit. Tu as traîné mon ex-fiancé ici parce que tu as décidé de ne pas me faire confiance. Lorraine a suivi. Je t'ai donné 4 chances de me dire la vérité. Je t'ai dit la vérité. Tu as dit que tu n'avais jamais été testé. J'ai dit que les tests n'étaient pas pertinents. Tu as dit que ça n'était jamais arrivé. J'ai dit que Claire avait exagéré. Il m'a regardé. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Plusieurs invités s'étaient rapprochés du couloir. Les conversations à l'intérieur de la salle de bal avaient cessé. J'ai remonté Lucie sur ma hanche. Je voulais que tu dises la vérité il y a 2 ans.
Evan a pointé son doigt vers moi. Elle a modifié ses messages. Le visage de Lorraine a changé. Pas de façon dramatique. Il est simplement devenu immobile. Ouvre ton téléphone, a-t-elle dit. Quoi? Montre-moi la conversation. J'ai changé de téléphone. Tes messages sont sauvegardés. Je les ai supprimés. Pourquoi? Parce que je ne garde pas les anciennes conversations avec des femmes avec qui je ne suis plus. Sa voix était assez forte maintenant pour que les gens près des portes de la salle de bal puissent entendre chaque mot. Daniel s'est penché vers moi. Veux-tu partir? Je regardais Evan, debout dans son smoking, essayant toujours de faire de moi le problème. Pas tant qu'il raconte mon histoire à ma place. Lorraine s'est dirigée vers le pied de micro près de l'avant de la salle de bal. Elle n'est pas montée sur la scène ni n'a exigé l'attention de tout le monde. Elle a simplement pris le micro parce que la salle était devenue trop bondée et confuse pour des explications privées. Je suis désolée, a-t-elle dit, la voix légèrement tremblante. La cérémonie est retardée. Quelques invités se sont agités sur leur siège. Lorraine a continué. Il y a des informations qu'Evan m'a cachées sur la famille que nous prévoyions. Je lui ai demandé en privé plus d'une fois. Evan s'est placé à côté d'elle. C'est un malentendu. Lorraine m'a regardé. J'ai sorti mon téléphone et je me suis avancé. Je n'ai pas fait de discours. J'ai ouvert l'ancienne conversation de messages et je lui ai tendu le téléphone. Elle a lu la première ligne à voix haute. Maman pense que c'est mieux si les gens croient que tu l'as caché. Un murmure a parcouru la salle. Puis elle a lu la seconde. Aucune femme ne veut épouser un homme avec des problèmes de fertilité. Ne rend pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Le visage d'Evan s'est assombri. Ces messages sont hors contexte. Robert a parlé de derrière lui. Quel contexte rend l'une ou l'autre de ces déclarations acceptables? Evan n'a pas répondu. Judith s'est levée brusquement. La clinique a fait beaucoup de cas d'un mauvais échantillon. La salle est devenue complètement silencieuse. Lorraine s'est tournée vers elle. Vous m'avez dit qu'il n'avait jamais été testé. La bouche de Judith s'est ouverte puis s'est refermée. Ce n'était pas concluant. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de test. Evan était sous un stress énorme à l'époque. La voix de Lorraine est restée calme. Alors pourquoi m'a-t-il demandé de subir des mois de tests tout en refusant de répéter les siens? La patience de Judith a finalement cédé. Parce que vous avez presque 40 ans. Il était logique de commencer par vous. Robert a fait un pas en avant. Aviez-vous l'intention de laisser ma fille croire que le problème venait d'elle? Il y avait des options, a dit Judith. Donneur, procédure. Renifle, il n'était pas nécessaire d'accabler Lorraine avant le mariage. C'est à ce moment que tout a changé. Lorraine a regardé Evan, pas sa mère. Tu allais me laisser subir un traitement dont je n'avais peut-être pas besoin. Evan a secoué la tête. Nous aurions trouvé une solution après notre mariage. Ce n'était pas certain. Ce n'était pas à toi de prendre cette décision pour moi. Je me suis approché, même si mes genoux commençaient à me faire mal. Son diagnostic n'a jamais été la partie honteuse, ai-je dit. Le mien non plus. Evan a détourné le regard. La honte, c'était de laisser tout le monde croire que mon corps était la raison pour laquelle il était parti, parce qu'il avait peur de ce que son propre test pourrait signifier. Je me suis tourné vers Judith. Vous m'avez traité d'inutile parce que vous pensiez que je ne pouvais pas donner un enfant à votre fils, mais vous étiez prête à laisser une autre femme porter le même blâme juste pour le protéger. Puis j'ai regardé Evan. Tu n'es pas parti parce que j'étais stérile. Tu es parti parce que dire la vérité t'effrayait plus que de me faire du mal. Lorraine a levé la main et a enlevé son voile. Elle ne l'a pas jeté. Elle l'a plié une fois et l'a posé sur une chaise. Je peux gérer un problème médical, a-t-elle dit. Je ne peux pas épouser un homme qui fait porter sa peur aux femmes pour lui. Puis elle a enlevé sa bague. Le mariage est terminé. Robert a demandé à Evan et Judith de partir. Evan a commencé à se disputer à propos des acomptes et des contrats. Judith s'est levée trop rapidement, son genou s'est bloqué et elle a trébuché contre la chaise. Sans réfléchir, je l'ai attrapée par le coude. Elle m'a regardé, humilié. Je ne vous laisserai pas tomber,
ai-je dit doucement. Cela ne veut pas dire que je vous laisserai me faire du mal à nouveau. Derrière nous, Lucie a attrapé un petit pain de l'assiette de Daniel et l'a jeté. Il a atterri directement dans une coupe de champagne près d'Evan. Daniel s'est penché près de moi. Celle-là a ton sens du timing. J'ai regardé le petit pain absorber lentement le champagne. Malheureusement, elle a ta précision. Quelques invités ont ri. La tension s'est relâchée juste assez pour que les gens puissent à nouveau respirer. Les Whitmore ont décidé de servir le dîner puisqu'il avait déjà été payé, bien que personne ne sache où s'asseoir. Avant de partir, Lauren s'est approchée de moi avec une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait une timbale en argent gravée des mots, pour notre futur premier-né. Il l'a commandé avant d'accepter de faire un autre test, a-t-elle dit. J'ai fermé la boîte et l'ai remise dans ses mains. Cela appartient à ce que vous déciderez de faire ensuite, lui ai-je dit. Pas à moi. Les gens imaginent qu'après un moment comme celui-là, votre vie change du jour au lendemain. Ce n'est pas le cas. Le trajet du retour s'est fait dans un silence presque complet. Daniel gardait une main sur le volant et l'autre posée légèrement sur la console centrale. Les filles s'étaient endormies avant que nous n'atteignions l'Interstate 270. La poussette cliquetait doucement à l'arrière chaque fois que nous passions sur un joint de la chaussée. Je regardais par la fenêtre passager les sorties familières. Worthington, Westerville, la maison. Je pensais que je me sentirais victorieuse. Au lieu de cela, je me sentais fatigué d'une manière que le sommeil ne pouvait pas réparer. Quand nous sommes arrivés dans l'allée, Daniel a d'abord porté June à l'intérieur. J'ai pris Nora. Lucie est restée endormie dans son siège auto jusqu'à ce qu'il revienne la chercher. Nous avons traversé la maison presque sans parler. Biberon chaud, couche propre, petit pyjama, le travail ordinaire d'aimer 3 bébés. Une fois que tout le monde a été installé, je suis allé dans la buanderie. Il y avait un panier de serviettes propres qui attendait d'être plié. Je me suis assise sur un seau retourné à côté de la machine à laver. Puis j'ai pleuré, pas parce que j'aimais encore Evan. Ce chapitre s'était terminé bien avant. J'ai pleuré parce que pendant près de 2 ans, une petite partie de moi avait cru tout ce que lui et Judith avaient dit, que j'avais échoué, que mon corps m'avait rendue moins précieuse, que chaque femme plus jeune que moi avait automatiquement quelque chose que je n'avais pas. Ces mensonges avaient vécu en moi bien plus longtemps qu'ils ne le méritaient. Quelques minutes plus tard, la porte de la buanderie s'est ouverte. Daniel n'a pas demandé ce qui n'allait pas. Il m'a simplement tendu une tasse de thé à la menthe. Je m'occupe des filles, a-t-il dit. Tu n'es pas obligé. Je sais. Il a souri doucement. Mais je veux le faire. Après son départ, je suis restée assise là encore 10 minutes jusqu'à ce que je puisse à nouveau respirer normalement. Les semaines qui ont suivi le mariage annulé ont été étonnamment ordinaires. Lauren a officiellement mis fin aux fiançailles. Son père a aidé à récupérer une partie des frais du mariage grâce à des accords d'annulation et des crédits de fournisseurs. Elle a emménagé dans un petit appartement plus près de sa clinique de physiothérapie et m'a envoyé un court message. Merci d'avoir répondu à une inconnue. J'ai répondu, prenez bien soin de vous. Ce fut notre dernière conversation. Nous ne sommes jamais devenus des amis proches. La vie ne fonctionne pas toujours comme ça. Parfois, 2 personnes s'aident simplement à survivre à la même tempête avant de marcher dans des directions différentes. Quelques connaissances communes ont appelé pour s'excuser. L'une a admis qu'elle avait cru la version de Judith depuis le début. J'aurais dû te demander, a-t-elle dit. Tu aurais pu, ai-je répondu. D'autres ne se sont jamais excusés. Certains ont tranquillement décidé que j'avais embarrassé Evan exprès. J'ai arrêté de m'inquiéter de leur faire changer d'avis. Tous les malentendus ne méritent pas une autre explication. Evan a envoyé un seul message. Il est arrivé juste après 22 heures un soir alors que je berçais Lucie pour la rendormir. Tu as détruit mon avenir juste pour prouver que tu pouvais avoir des enfants. J'ai regardé l'écran pendant longtemps. Au début, j'ai tapé 3 paragraphes. Je les ai effacés. Puis j'ai écrit une phrase. Je n'ai pas détruit ton avenir. J'ai arrêté de t'aider à t'en cacher. S'il te plaît, ne me contacte plus. J'ai bloqué son numéro avant qu'il ne puisse répondre. Pour la première fois en 2 ans, je ne me suis pas demandé si j'avais été trop dur. Les limites semblent toujours impolies aux personnes qui profitent de ne pas en avoir.
La vie s'est installée dans quelque chose de merveilleusement banal. L'épaule de Daniel a guéri lentement après la physiothérapie. Mes poignets me faisaient encore mal à force de soulever des bébés toute la journée. Les filles ont atteint les étapes de leur développement une par une. Nora étudiait chaque nouveau visage avant de décider s'il méritait un sourire. June riait des ventilateurs de plafond, des lumières de l'épicerie, et une fois d'une pomme de terre posée sur le comptoir de la cuisine pour des raisons qu'elle seule comprenait. Lucie restait convaincue que la gravité était facultative. Si quelque chose tenait dans ses mains, elle le jetait. Cuillère, bloc, chaussettes. Daniel plaisantait en disant qu'elle s'entraînait pour les ligues majeures. Les factures d'hôpital arrivaient encore. L'une des filles avait besoin de physiothérapie supplémentaire parce qu'elle était née prématurément. Le sommeil venait par petits morceaux au lieu de nuit complète. Parfois, Daniel et moi nous disputions pour des choses ridicules. Qui avait oublié d'acheter du lait maternisé? À qui le tour de laver les biberons? Si nous avions déjà payé la facture d'électricité. Un soir, nous avons passé 20 minutes à chercher mes lunettes dans la maison avant de découvrir qu'elles étaient sur le dessus de ma propre tête. Le milieu de la vie n'a pas disparu parce que la vie est devenue plus heureuse. Le stress ordinaire non plus. Ma mère a finalement eu sa prothèse de hanche cet automne-là. Pendant 6 semaines, elle est restée avec nous pendant sa convalescence. Elle insistait sur le fait que son déambulateur était la Cadillac de l'équipement orthopédique. Puis elle y a attaché des rubans colorés pour que les filles arrêtent d'essayer de mâcher les balles de tennis qui couvraient les pieds arrière. Un après-midi, j'ai trouvé Hélène faisant lentement la course avec le déambulateur à travers le salon pendant que June poussait des cris de rire depuis son tapis de jeu. Je crois que je suis en train de gagner, a annoncé ma mère. Contre qui? Ai-je demandé. L'arthrite. Cette réponse lui ressemblait tout à fait. Pour le premier anniversaire des filles, notre jardin s'est rempli de chaises pliantes, de lanternes en papier et de plus de familles que je ne pensais que nous avions encore. Daniel a fait griller des hamburgers. Hélène supervisait depuis une chaise de jardin, que quelqu'un le lui demande ou non. Les filles ont détruit leur minuscule gâteau d'anniversaire avec une efficacité étonnante. Plus tard dans la soirée, en nettoyant la cuisine, j'ai ouvert le tiroir à bric-à-brac à la recherche de ciseaux. Le faire-part de mariage d'Evan était toujours là. Je l'avais oublié. L'enveloppe de couleur crème semblait étrangement petite maintenant. J'ai déplié la carte. En bas se trouvait son message manuscrit. J'espère que tu as enfin appris à te réjouir pour les autres. J'ai souri. Pas parce que c'était drôle. Parce que j'ai réalisé qu'il m'avait accidentellement donné la réponse. Le bonheur n'était jamais venu en regardant sa vie s'effondrer. Il venait en me tenant dans ma propre cuisine, en écoutant 3 petites filles rire pendant que Daniel se disputait avec ma mère pour savoir si les hot-dogs comptaient comme des restes. J'ai porté le faire-part à la poubelle de recyclage. Daniel a levé les yeux en chargeant le lave-vaisselle. Tu gardes ça? Je l'ai laissé tomber dans la poubelle. Non. Tu es sûr? J'ai hoché la tête. Je n'ai plus besoin de rappel. Il a souri. J'espérais que tu dirais ça. Avant d'aller me coucher, je suis resté un moment devant la chambre des filles. 3 berceaux, 3 petites respirations régulières, 3 avenirs qui leur appartenaient, pas à mon passé. Avec le recul, je ne pense pas que la vengeance m'ait apporté la paix. La vérité, si. Le diagnostic médical d'Evan n'a jamais fait de lui un homme mauvais. Le mien n'a jamais fait de moi une femme de moindre valeur. Ce qui nous a brisés, ce n'était pas l'infertilité. C'était la peur, l'orgueil et la décision de protéger l'image d'une personne en sacrifiant la dignité de quelqu'un d'autre. Si quelqu'un a déjà utilisé votre saison la plus difficile pour définir votre valeur, j'espère que vous avez finalement trouvé le courage de raconter votre propre histoire à la place. Parfois, la guérison ne commence pas lorsque le monde vous croit. Elle commence lorsque vous cessez de croire aux mensonges qui ont été racontés sur vous. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.